Salut tout le monde, alors on vient de terminer une nouvelle semaine de baisse sur le SP500 avec un moins 3,4% entre mardi et vendredi et avec le plus gros de la baisse le vendredi. Donc je me suis dit que ça pouvait être utile de faire une vidéo avec 7 conseils simples sur comment mieux gérer ce genre de période, mieux gérer les marchés baissiers, etc. Donc c'est parti. Alors le premier conseil, c'est simplement couper les news. On va regarder un petit peu, bon j'ai juste tapé bourse ici sur Google. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on a Washington, la bourse de New York évolue en baisse vendredi, accusant le coup face à une inflation aux États-Unis encore très élevée, blablabla. Et je m'arrête pas juste au titre, hein, parce que donc c'est normal dans un titre d'utiliser le biais de négativité. C'est ce que je fais aussi sur YouTube et que tout le monde fait, puisque sinon personne clique. Mais par contre, dans le contenu de l'article, t'es pas obligé de rester dans la négativité si ça n'a pas lieu d'être. Mais souvent dans les news, ça va être ça, ça va être négatif des débuts à la fin, ce qui est un petit peu dommage. Ensuite, ici, on a tremblement en bourse avant la date fatidique du 2 avril, donc les mots sont bien choisis. Nouvelle escalade dans la guerre commerciale, les États-Unis ont décrété des surtaxes sur les importations d'automobiles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wall Street a clôturé la semaine sur une note morose, entraînée par la chute des géants de la tech et l'angoisse grandissante autour de je ne sais quoi. Donc voilà, les news, ça va toujours être que ça. Et en fait, on tirera jamais la moindre information utile pour mieux investir dans les news. Le seul impact que ça peut avoir, c'est influencer notre psychologie, donc influencer nos émotions, donc nous rendre plus négatifs dans les phases de pessimisme et encore plus optimistes dans les phases d'euphorie, alors que justement, il faudrait réussir à faire le contraire. Donc les news vont pas aider à être contrariant, au contraire. Et là, typiquement, en ce moment, on commence à avoir des news donc, qui sont très négatives, mais il y a quelques mois, les news étaient ultra positives. Tu regardes fin 2000, en 2021, pareil, news extrêmement positive. Donc voilà, les news, c'est la première chose à couper. Et d'ailleurs, ça vaut en général, hein. Moi, une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie, c'est de me détacher totalement des news. J'ai aucune idée de ce qui se passe, et tu te rends compte que les news n'ont jamais la moindre utilité, et par contre, souvent, ça augmente drastiquement ton niveau d'anxiété. Donc voilà, première chose, couper les news. Maintenant, deuxième chose, par quoi on remplace les news? Bah, simplement par du savoir intemporel. Donc peu importe le sujet, mais là, en l'occurrence, du savoir intemporel sur l'investissement. Donc comment on fait ça concrètement? Ça peut passer par regarder du contenu, donc via des plateformes de contenu comme YouTube, mais chez des personnes qui vont t'aider à mieux faire, donc à améliorer tes compétences en investissement et dans les autres domaines qui t'intéressent, mais pas des contenus de commentaires, de news économiques qui, en fait, font exactement ce que font les médias traditionnels, qui vont encore une fois pas t'aider à gagner plus d'argent et vont même augmenter ta probabilité que tu en perdes. Et la deuxième manière, à part le contenu, c'est simplement dans les livres. Les livres, je pense que c'est la meilleure source de savoir intemporel. Des excellents livres sur l'investissement, il y en a plein. J'ai déjà fait quelques vidéos qui parlent de ça, donc tu peux aller regarder, j'en cite pas mal. Donc si tu supprimes complètement les actualités et que tu remplaces ça par des livres et par du contenu qui vont te donner des connaissances intemporelles dans un domaine et qui donc vont te permettre de développer des compétences intemporelles dans ce domaine, tu vas à la fois réduire ton niveau d'anxiété, en même temps tu vas récupérer du temps et en plus tu vas gagner plus d'argent. Et ce qui est vicieux, c'est que on appelle ça donc les actualités ou les informations, mais ça donne l'illusion de se cultiver, l'illusion de faire quelque chose de bon pour soi, quelque chose de productif, mais ça reste une illusion et on se cultive pas en regardant les news. On se cultive en apprenant comment fonctionne le monde, comment fonctionnent des domaines spécifiques, mais pas en regardant les actualités. Donc voilà, ça c'était le point 2. Ensuite, point numéro 3. Alors c'est un truc simple que tu peux mettre en place là tout de suite. Donc je sais pas si on peut le faire sur tous les courtiers, mais en tout cas sur Interactive Brokers, on peut gérer les colonnes qu'on décide d'afficher. Et un truc simple qui a un impact positif sur la psychologie pour rester positif, c'est d'enlever toutes les colonnes qui te donnent tes gains ou tes pertes journalières, que ce soit juste en euros ou dollars et aussi en pourcentage. Donc moi sur Interactive Broker, j'ai supprimé ça il y a longtemps et ça a un impact réel sur la psychologie parce que surtout plus tu investis depuis longtemps, plus l'impact est positif. Bon, si tu as commencé à investir il y a quelques jours, évidemment, il y aura du rouge partout, ça va rien changer. Mais par contre, quand tu commences à investir depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, bah, très vite, enfin, si tu pas fait n'importe quoi, tes gains totaux, tes gains long terme vont rester dans le vert, même après une phase de baisse. Et donc si tu enlèves tes gains et pertes journalières, bah, en fait, ça va afficher que du vert. Tu auras, OK, le montant total en haut qui sera en rouge, mais enfin, le cerveau, il fonctionne de manière un peu, automatique. Plus il voit de rouge, plus il est négatif, plus il voit de vert, plus il est, positif.
Et donc si tu as un chiffre rouge, mais que toutes tes positions, elles sont en vert, et bah, ça aide à rester positif. Moi, en tout cas, j'ai vu l'effet sur ma psychologie. Donc voilà, je sais pas si on peut faire ça sur Trade Republic et sur, tous les autres courtiers, mais en tout cas sur IBKR, on peut le faire et je conseille de faire ça. Ensuite, le point numéro 4, c'est d'avoir une vie bien remplie et donc de pas avoir sa vie qui tourne autour de l'investissement. Et vie bien remplie, ça veut dire une vie intellectuelle bien remplie. Parce que des fois, on peut faire d'autres choses, mais en pensant à l'argent qu'on est en train de perdre. Et donc là, ça marche pas. Et donc, si tu te surprends à penser en permanence à ton portefeuille et à tes moins-values latentes, c'est sûrement que tu as une vie pas assez remplie. Et donc, bah, faut peut-être rajouter du sport, rajouter de la lecture, rajouter des hobbies, lancer un business pour occuper ton cerveau. Parce que l'investissement, je trouve que c'est une activité finalement qui marche mieux en activité secondaire. Puisque si on est concentré dessus, il y a un risque qu'on agisse beaucoup, alors que l'investissement, ça donne des meilleurs résultats quand on agit très peu, c'est-à-dire quand on vend quasiment jamais et quand on achète, ponctuellement. Mais en gros, la somme des actions qu'on va faire sur une année en investissement, ça se résume en peut-être une dizaine de clics au final. Donc c'est une des activités finalement qui rémunère le mieux l'inaction et donc, bah, c'est un peu dommage d'y penser en permanence pour faire 10 clics par an. Puis surtout qu'à la base, en général, on investit pour gagner en liberté, en sérénité, en sécurité. Donc voilà, il faut avoir d'autres choses que l'investissement qui remplissent ton esprit. Ensuite, le point numéro 5, c'est toujours se rappeler qu'une action, pou une même action donnée, hein, moins chère, ça veut dire une action qui est moins risquée et qui va donner des meilleures performances à long terme. Je parle bien, toutes choses égales par ailleurs, hein, donc tu prends la même action à un certain prix et la même action moins chère, bah, la même action moins chère, c'est mieux. Donc, c'est pas quelque chose qui doit faire paniquer et au contraire, il faut voir ça comme source d'opportunité. Évidemment, toutes les actions qui baissent ne remontent pas, mais si tu sais ce que tu as acheté, si tu sais pourquoi tu l'as acheté et si tu sais pourquoi tu l'as acheté au prix auquel tu l'as acheté, donc si tu as une idée approximative de la valeur réelle de l'entreprise, bah, il y a pas de raison de paniquer et au contraire, il faudrait plutôt voir ça comme, une opportunité d'en acheter pour moins cher. Pour donner 2 exemples perso, j'avais acheté du Meta, j'avais fait mon premier achat ici le 4 février 2022, donc à 237 et j'avais continué à en acheter pendant la baisse et j'avais même plus assez de cash disponible pour en racheter quand l'action a atteint les 90 malheureusement. Et donc, bah, j'ai été divisé par 2 à un moment donné quasiment, hein. Donc j'avais investi à peu près 10 000 donc voilà, moins 50. Donc, j'étais un petit peu en sueur vu que je démarrais dans l'investissement, mais j'avais retenu qu'il fallait pas vendre dans la panique et que acheter moins cher, c'était mieux. Donc je refaisais mes analyses, je regardais s'il y avait pas un truc que j'avais loupé, que j'avais mal compris. Je continuais de penser que j'avais raison, donc j'ai pas touché et bah, aujourd'hui, pour l'instant, c'est mon meilleur investissement. Il y a eu un pic où j'étais à fois 4,5 et aujourd'hui, je sais pas, je dois être à fois 3, 3,5, un truc comme ça et 2e exemple perso, Alibaba, que j'ai acheté, donc c'était à peu près la même période. J'ai un prix moyen qui est à 80, je vais essayer de trouver un point, voilà, ici, bah, c'est quasiment exactement ça. J'ai dû acheter à peu près vers dans ces eaux-là. Donc 81,24 et là, on se rend pas trop compte, mais quand on passe de 81 à 63, bah, c'est déjà pas mal comme baisse et aujourd'hui, avec un petit peu de patience, l'action est à 132. Donc voilà, une fois qu'on a vécu ça, quelques fois, on s'habitue aux moins-values latentes et on voit plutôt ça comme des opportunités, dans l'hypothèse évidemment où on sait ce qu'on a acheté et pourquoi on a acheté. Et on voit très bien sur Meta que quelqu'un qui avait le courage d'acheter à 90 et bah, il gagnait presque 2 fois plus d'argent que ce que moi j'ai gagné, hein, en investissant à 162 et tout comme moi, je fais 2 fois plus que quelqu'un qui aurait investi à 320 et qui ensuite aurait eu peur de renforcer plus bas. Donc voilà, on voit bien que sur les bonnes actions, en achetant moins cher, on peut démultiplier ses gains. Donc ça, c'était le point numéro 5, donc voir les, prix moins chers comme des opportunités plutôt que comme du risque, si on sait ce qu'on a acheté. Ensuite, le 6e point, c'est de se rappeler que plus la baisse est importante, plus la hausse qui suit a de chances d'être importante. Donc pour ça, regardez le SP500 et on peut regarder par exemple ce qui s'est passé en 2008, mais c'est quelque chose qu'on remarque à chaque fois, hein. Plus, le niveau d'euphorie était important et les valorisations élevées, plus l'ampleur de la baisse qui a suivi était forte, mais inversement, plus le niveau de pessimisme était extrême et donc plus on était vraiment dans une situation de krach, plus la hausse qui a suivi a été explosive et c'est logique en fait, hein, ça s'explique par les chiffres, c'est juste que les valorisations, plus elles sont basses, plus elles ne peuvent qu'augmenter et plus elles sont élevées, plus elles ne peuvent que baisser, quoi. Donc forcément, ça a un gros impact sur la performance. Donc en 2008, bah, le pessimisme était au plus bas. Je pense que, avec 1929, c'est les 2 moments où le niveau de pessimisme ont été les plus bas dans l'histoire du S&P 500 et on est passé de 1 557 à combien? À 735, donc c'est un divisé par 2 quand même, à -50.
Donc ça voudrait dire pour s'y préparer psychologiquement, parce que c'est quelque chose qui peut arriver n'importe quand, ça voudrait dire que là, dans quelques mois, le S&P 500, il passe de 5 600 à 2000, 2 800. Donc c'est des événements qui sont super rares, hein, et qu'on ne peut pas prévoir et qu'il vaut mieux pas essayer de prévoir, parce que sinon on risque de pas investir pendant des décennies. Mais faut être conscient que ça peut arriver, faut être prêt psychologiquement à, voilà, tenir psychologiquement si ce genre d'événement arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2009? Bah, il y a eu un des plus gros bull market de l'histoire du S&P 500, puisqu'on avait un S&P 500 qui était, je sais plus exactement, mais peut-être à 8 fois les bénéfices. Pour rappel, aujourd'hui, on est à 26, on est monté il y a pas longtemps à 30. Et donc pourquoi est-ce que les actions américaines ont autant performé entre 2009 et aujourd'hui, donc début 2025? Parce que le multiple de valorisation justement a fait à peu près un x3 et même plus que enfin x3,5 plutôt. Et donc si tu cumules ça au, free cash flow par action des entreprises qui ont augmenté pendant cette période, et bah, ça fait une des meilleures décennies ou une des meilleures quinzaines d'années de l'histoire du S&P. Et on dit que le S&P 500, c'est historiquement du 10 par an, mais ça, c'est à très long terme. Mais ensuite, selon la période de l'histoire que tu choisis, ça peut être assez différent. Et là, de mémoire, la période 2010-2025, c'était plutôt du 16 par an sur le S&P 500. C'était une période particulière qui avait comme cause, comme origine, un niveau de pessimisme extrême suite à la crise financière de 2009. Donc voilà, il faut se dire que si aujourd'hui la baisse continue, et ben, ce sera justement peut-être qu'on pourrait arriver à une des meilleures opportunités qu'on pourrait avoir dans notre vie d'investisseur, comme l'ont connu les personnes qui investissaient déjà en 2009, dont je faisais pas partie. Puisque en 2009, je devais être en seconde et que je jouais au mode contre-la-montre de Mario Kart. Donc ensuite, le point numéro 7, c'est d'utiliser une checklist. Donc une checklist d'investissement, c'est de, lister ses critères d'investissement de manière, claire. Déjà pour pouvoir prendre des décisions plus rationnelles quand on va faire un nouvel investissement, mais aussi pour pouvoir y revenir quand on doute. Par exemple, si on a une action qui baisse et qu'on commence à douter, ça permet de couper les émotions, de revenir à un processus vraiment rationnel, en coupant presque son cerveau. Et d'ailleurs, pour les quelques lecteurs qui regardent mes vidéos, il y a un bon livre sur le sujet qui s'appelle, The Checklist Manifesto, dans mes souvenirs, qui parle justement uniquement de l'intérêt des checklists. Et donc voilà, c'est vraiment un bon outil pour y voir plus clair dans ses choix d'investissement et pour pouvoir couper les émotions dans les phases de doute, en revenant vraiment à un processus, mécanique. Si tu veux récupérer la mienne, je la partage, donc je mets le lien en description et qui s'affichera aussi sur un bouton au milieu de l'écran. C'est une checklist que je fais évoluer au fur et à mesure que j'apprends, hein, mais en tout cas, celle que je partage, c'est celle que j'ai à l'heure actuelle. Donc voilà, tu peux récupérer ça et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus!